suis ici avec l'appellation président de la commission culture et patrimoine de la section genevoise du club alpin suisse. La commission de la section genevoise du club alpin suisse, pendant très longtemps, s'est résumée à une seule personne, moi. Et elle est en train de grossir assez significativement avec des gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi. On a pratiquement 40 à 50 ans d'écart. Et donc, on a beaucoup d'espoir pour faire croître cette commission et faire connaître ce qu'elle gère, parce que ce qu'il y a dans la section genevoise du club alpin, et en particulier dans sa bibliothèque, il y a tout un ensemble de documents qui ont été oubliés depuis les années 80. Oubliés, et qui sont la mémoire de la section genevoise du club alpin, qui a été probablement la section la plus importante du CAS, depuis, entre sa création jusqu'à peu près entre les deux guerres, entre 1920 et 1935. Quoi. Personnellement, j'ai fait d'autres choses avant d'être à la commission culturelle. Je suis ni historien, ni cartographe. Je suis totalement ignorant dans les choses. Mon père était prof d'histoire, donc il m'a dû me donner quelques gènes qui ont fait que lorsque je suis rentré dans la section genevoise, je me suis intéressé à son histoire. Et puis je ne suis pas cartographe, mais quand même, j'ai fait les 12 dernières années de ma carrière comme responsable de l'ingénierie d'un grand système européen qui s'appelle Galileo, qui est un système GPS. Et donc, même si on n'utilisait pas la cartographie, c'est un système mondial, c'est un système complexe, qui a fait que quand j'ai voulu appliquer les principes de Galileo sur les cartes nationales suisses ou sur les cartes de l'IGN, je me suis posé plein de questions qu'on ne s'était pas posées à l'intérieur du projet. Donc je suis arrivé en 2009 à Genève et au club alpin suisse, et en 2010 à peu près, j'ai découvert une bibliothèque qui était abandonnée. Elle était sous clé depuis 40 ans, 35 ans, je ne sais pas trop, mais enfin elle était sous clé, plus personne ne savait ce qu'il y avait à l'intérieur. Et en fait, elle s'est arrêtée au moment où la section genevoise est passée de la vieille ville de Genève. Avant, elle était aux 11 Grands Rues, là où il y a la société de lecture actuellement. Et en 1981, elle a migré avenue du Mail. Et les locaux étant beaucoup plus petits, la bibliothèque s'est compressée. Les prêts se sont arrêtés. L'équipe qui était une équipe brillante, qui s'occupait de cette bibliothèque, s'est également arrêté, ils ont été à d'autres occupations. Il y a quelqu'un qui a fermé les clés et qui m'a rouvert la bibliothèque, le même, Jean Césiano, qui m'a rouvert la bibliothèque au moment où je suis arrivé. Et à ce moment-là, j'ai entrepris l'inventaire de la bibliothèque, de savoir ce qu'il pouvait y avoir dedans. Moi, je suis très intéressé par les livres. Et j'ai découvert qu'à l'intérieur de cette bibliothèque, il y avait des choses que je connaissais. Des choses que je connaissais de l'extérieur. Mais je ne savais pas du tout que les gens de la section genevoise du CAS, ils avaient été impliqués là-dedans. Et les choses que je connaissais, il y en a eu pas mal. Et au fur et à mesure, je me suis mis à lire ce qu'il y avait à l'intérieur de cette bibliothèque. Bon, il y a plus de 4000 documents, je n'ai pas tout lu. J'ai lu un certain nombre de choses et j'ai pris conscience de l'importance de garder ce patrimoine. Et donc, à partir de 2012, je me suis attaché à essayer de faire ressurgir le patrimoine de cette section du club alpin. Ce qu'il faut noter, c'est à cause ou à grâce au 150e anniversaire de la mort du général Dufour, j'étais obligé de me pencher sur un certain nombre de fonds, qui étaient des fonds cartographiques que j'avais jusqu'à présent pas explorés. Et c'est en travaillant à cette présentation que j'ai découvert un certain nombre de choses. Et en ce moment, je suis en train d'essayer de sensibiliser l'Université de Genève avec beaucoup de difficultés sur l'intérêt de regarder ce qu'il y a dans les fonds de la section genevoise du club alpin. Pour ce qui est du général Dufour, j'ai préparé une présentation sur l'influence du général Dufour et des polytechniciens, parce qu'il s'est entouré d'un certain nombre de polytechniciens, dans la création des clubs alpins suisses, et puis j'ai découvert aussi que c'était dans la création du club alpin français. On va parler d'une autre facette du général Dufour, celui qui est le meneur d'hommes. Mais ce ne sont pas des militaires. Il est né en 1787, tout le monde le sait. Il est mort en 1875-1875 à Genève. Il est X 1807,
il a d'autres décorations que les croix de la Légion d'honneur. Il a été membre honoraire du Club alpin suisse en 1864 et il a été membre honoraire du Club alpin français en 1875. Donc juste après sa mort probablement, mais je ne sais pas exactement à quelle date, il faudrait avoir les gens. C'est un homme qui a su s'entourer d'autres hommes pour réaliser la cartographie de la Suisse. Et si je vais vous parler de ces autres hommes et des relations qu'ils avaient avec Guillaume-Henri Dufour. La Suisse a commencé à établir sa cartographie à partir de 1809. Et donc, ce qui faisait office de Conseil fédéral à l'époque a confié aux différents cantons la tâche de faire les levées et de préparer les cartes pour avoir une carte globale de la Suisse. Et comme c'était en 1809, c'est en conjonction, en coordination avec les équipes napoléoniennes. Donc tout est cohérent, en principe. Et puis au bout d'un certain temps, avec l'augmentation des dépenses, on s'est aperçu que les différentes cartes qui étaient composées par les cantons, elles ne collaient pas entre elles. Ça n'allait pas. On n'arrivait pas forcément aux mêmes altitudes aux frontières. On n'arrivait pas exactement au même relief aux frontières. Et c'était encore plus criant quand on arrivait sur les frontières françaises ou les frontières italiennes. Et donc, il y a eu une remise en question de la façon de procéder. Et c'est en 1832, quand le général Dufour a été nommé quartier-maître général, qu'on s'est dit, on va lui confier la direction de la carte. Donc, il y a un léger écart entre le moment où le général Dufour devient quartier-maître général, en 1832, et quelques mois plus tard, on lui confie la carte fédérale. De 1832 jusqu'à la création du bureau topographique fédéral, qui date de 1837, en fait, il construit ses équipes. C'est un meneur d'hommes, le général Dufour. Et ces équipes, il va s'entourer de gens qui déjà travaillaient comme topographes sur les cartes suisses, et en particulier d'un qui s'appelle Christian Wolfsberger, et qui est un Genevois. Et c'est autour de Christian Wolfsberger qu'il va construire son équipe. Et c'est à partir du moment où le bureau topographique fédéral qui a été implanté au début à Carouge, mais qui migrera jusqu'en 1865 dans différents endroits de Genève, c'est à partir du moment où ce bureau topographique fédéral existe que cette équipe de topographes se solidifie, se consolide et constitue, je pense qu'il constituait presque la même famille, quoi. Alors je vais construire ma présentation sur quelques personnes qui ont particulièrement influencé et qui sont directement en lien avec le général Dufour, qui travaillait avec lui, qui ont influencé la création du club alpin, la cartographie suisse et la création du club alpin français. Ces différentes personnes, on va commencer par un. Le premier, c'est François Bétan. François Bétan, c'est un Français, un Savoyard, pardon. Un Savoyard qui est né en 1813 à Évian et qui est mort à Mézinges, en Haute-Savoie, c'est à côté de Thonon. Est-ce qu'il est rentré en tant qu'étranger? Il est rentré à l'école polytechnique en 1831. Oui. Je ne sais pas, j'ai eu son matricule que hier. D'accord. Et donc, je pense qu'il est rentré en tant que... Je sais pas, il devait avoir peut-être une double nationalité. Il faut savoir que François Bétan, c'est le petit-neveu du général Dessay, le général napoléonien. Donc, c'est le fils, c'est le petit-fils d'une sœur du général Dessay. Le général Dessay, il est toujours en vie à ce moment-là. Et quand il entre à Polytechnique, Bétan, le général Dessay est toujours là. Et donc je pense qu'il y a eu une chose qui a fait qui a influencé, qui a permis à Bétan d'aller à l'école polytechnique à ce moment-là. Donc il entre à Vix en 1831, mais en 1830, il fait que la première année. Donc c'est ce qu'on appelle un ancien élève, il ne fera pas la deuxième année. Il fait que la première année, il tombe malade et il ne peut pas enclencher sa deuxième année. Il négocie avec le directeur de l'école qui lui accorde de faire sa deuxième année, je crois en 1834 ou en 1835. Mais à ce moment-là,
Bétan, il a déjà intégré le cercle du four. Bétan, il est en train de se former à la cartographie et à la topographie avec Christian Wolfsberger. Et Bétan, il démissionne, il ne fait pas la deuxième année, il démissionne de l'école polytechnique pour pouvoir se consacrer à la topographie et à la cartographie. Et en particulier à cette époque-là, on s'occupe de la cartographie du canton de Genève. Parce que Gérard Dufour est aussi ingénieur cantonal et en charge de toutes ces choses-là. Il est membre honoraire du Club alpin suisse, il l'a été en 1867. On y reviendra parce que ces histoires de membres honoraires du Club alpin suisse sont les premiers membres honoraires. Hein. Donc le général Dufour, c'est le premier membre honoraire et François Bétan, c'est le 4e. Entre deux, il y a deux sommités de la cartographie que je nommerai pas parce que j'ai un peu oublié leur nom. Ce qui m'intéresse là, le point d'interrogation, j'ai cherché pendant très très longtemps et j'ai jamais trouvé un portrait de François Bétan. Je n'en ai qu'un seul et j'ai pas osé le mettre. C'est François Bétan sur son lit de mort. Et donc c'est un portrait de 1888, le deuxième jour après sa mort. C'est lui-même qui a demandé à être inhumé que le deuxième jour après sa mort. Donc dès 1836, en fait, il devient officiellement un topographe de l'équipe Dufour et il intègre tout de suite le bureau topographique fédéral à Carouge. Il va en devenir le directeur en 1847. C'est-à-dire au moment de la guerre du Sonderbund, le général Dufour relâche un peu la pression, relâche la pression sur le bureau topographique fédéral, qui était dirigé jusque-là par Christian Wolfsberger. Christian Wolfsberger, il va vers d'autres destinées, et il passe la main à François Bétan. Et François Bétan devient le directeur du bureau topographique fédéral jusqu'en 1861. Nous, on a les archives personnelles de François Bétan. Par suite de hasard, ça s'est retrouvé en 1936 dans la bibliothèque de la section genevoise, et ça y est toujours, et depuis 1936, ça n'a jamais été ouvert. Et dedans, on trouve la correspondance, c'est-à-dire toutes les lettres que le général Dufour lui a écrites, mais pas que le général Dufour. Et François Bétan, il avait l'habitude d'écrire dans un cahier et de résumer les lettres que lui-même envoyait. Donc on a aussi, mais là, le problème, c'est qu'on a aussi les lettres que Bétan envoie, mais c'est plusieurs cahiers, et jamais personne n'a réussi à s'est penché sur ces cahiers, et donc on ne sait pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Par contre, on a à la fin des cahiers la liste des personnes avec qui il correspond. Ce que je voudrais dire, c'est que cette équipe qui est dans le bureau topographique fédéral, ils sont nombreux. Hein. Mais il y a un certain nombre de leaders, il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres, en particulier pour dessiner ou pour faire la topographie. Et François Bétan, c'est un des meilleurs. C'est un très très bon dessinateur. Et c'était important à l'époque d'être un très très bon dessinateur. Je vais vous parler d'un autre personnage. Lui, c'est Johann Coates. Lui, il est né à Amsterdam. C'est un Suisse. C'est même un Grison. Il est du canton des Grisons. Il est mort en 1918 à Coire, un Grison. Il est célèbre dans les Grisons. Il n'est pas très connu à Genève. C'est vraiment quelqu'un qui est important, et il rentre au bureau topographique fédéral en 1844. Et c'est François Bétan qui l'intègre en 1844. Et François Bétan et Johann Coates, ils vont rester amis toute leur vie. Et on a la lettre où le général Dufour donne son approbation à l'embauche de Johann Coates par François Bétan au bureau topographique fédéral. Il va rester au bureau topographique fédéral jusqu'en 1851. Et il devient inspecteur cantonal des forêts dans 2 cantons. Et il va devenir le premier inspecteur fédéral des forêts en 1875. Il est membre honoraire du CAS en 1901. Il a d'autres caractéristiques, parce qu'on se souvient souvent dans les créations de choses, de clubs, tout ça. On se souvient de celui qui a eu l'idée, mais on ne se souvient pas forcément de ceux qui ont fait la chose.
Johann Kohath, c'est lui probablement qui a fait le parc national suisse dans les Grisons. C'est lui qui a été rapporteur auprès du Conseil national pour créer ce parc national suisse. C'est lui qui a écrit les textes et c'est lui qui a fait visiter ce qui était le projet de parc national suisse au Conseil fédéral, au Conseil national. Donc cet homme, il est extrêmement important dans l'histoire de la cartographie suisse. C'était lui-même un cartographe. Il a entrepris, en tant que cartographe, l'essentiel des levées qu'il y avait dans le canton des Grisons. Il faut noter qu'en 1851, il part du bureau topographique fédéral et à ce moment-là entre un autre personnage qui est Hermann Siegfried, dont on reparlera plus tard, et qui va avoir un rôle. C'est lui qui va reprendre le bureau topographique fédéral en 1865, quand il va aller de Genève à Berne. Voilà pour Johann Kohath. Johann Kohath, c'est un homme remarquable. D'abord, c'est un très très bon topographe. C'est un très très bon alpiniste. C'est lui qui fait la première ascension du Piz Bernina, qui est le seul sommet de plus de 4000 qui existe au Grisons. Et il fait cette ascension dans son activité de topographe. Pour pouvoir faire de la topographie à cette époque-là, en montagne, il faut y aller. Il faut y aller. Et il y a un document qui est assez intéressant, qui a été édité par Suisse Topo à la fin du 19e siècle, qui décrit toute cette aventure de 1832 jusqu'à 1864 pour la création des cartes suisses. Et ces hommes, ils vont découvrir la montagne. La plupart sont inexpérimentés en montagne. Beaucoup vont être victimes d'accidents. Mais ce sont des conditions très très difficiles qui les attendent dans les montagnes. Et ils acquièrent de l'expérience. Et Johann Kohath, lui, devient quelqu'un qui a toutes les compétences pour faire la cartographie de montagne. J'ai repris ici une peinture de Raphaël Ritz, qui est une peinture des topographes qui date de 1881, la peinture, mais qui donne l'atmosphère de la topographie de montagne à cette époque. Et donc c'est difficile. Et ici, j'ai une petite carte qui fait partie des archives de Bétham. Ça, c'est une carte de Bétham. Bétham est mort en 1888, mais en 1881, il y a déjà des petites cartes qui circulent. Et lui, il a retrouvé ce qu'il a vécu au travers de cette peinture. Sur le terrain, les topographes vont faire des levées. C'est ce qui prépare la réalisation de la carte. Pour les levées de la carte Dufour a écrit une brochure dans laquelle il y a les directives pour tous les topographes de l'équipe. Et cette brochure, d'ailleurs on en a un exemplaire à la section, cette brochure donne toutes les directives qu'il faut suivre quand on fait des relevés de terrain. En particulier, j'ai remarqué qu'il demande, aussi bien pour les levées qui doivent être faits au 25 millième en plaine et les levées qui doivent être faits au 50 millième en montagne, il demande à ce qu'il y ait les courbes de niveau. Il y ait les reliefs et il y ait les courbes de niveau. Ici, c'est la photo d'un levé qui a été fait en 1860 par François Bétham. Nous, on a à peu près une cinquantaine de levées de François Bétham sur papier calque. Donc c'est un levé en encre de Chine au papier calque, signé par Bétham, daté, qui est dans la vallée de Zermatt. Et ce levé me pose beaucoup de questions. C'est extraordinaire. Aussi bien par la qualité des informations qui s'y trouvent que par la beauté de ça. C'est un véritable travail d'artiste. Et c'est à partir de celui-là, c'est un levé qui est un bout qui va servir pour faire un bout de la carte du four, du Valais, la carte numéro 23. Et donc, les cartes du four, c'est 25 cartes qui font à peu près 70 cm sur 50 cm. Et ces 25 cartes, et ce levé au 50 millième, il va servir à faire des cartes au 100 millième. La carte du four, c'est une carte qui est à l'échelle 100 000, c'est-à-dire les levées sont plus précis plus détaillés que ce qu'il y a sur la carte.
Le lever de Bétang, il correspond à cette partie de la carte du four 23. Cette toute petite partie-là. Enfin, oui, c'est bien ça. Donc, cette partie-là, on retrouve la vallée. Donc, celle-là est au 100 millième. Elle a été réalisée à partir du lever de Bétang qui était mis au 50 millième. Il faut noter que Bétang il a fait beaucoup de levées sur beaucoup de cantons. Et quand il est parti à la retraite, après les cartes du four, on lui a demandé de revenir pour compléter ses levées. Donc il a travaillé jusqu'à peu près en 1870, je crois, sur les levées topographiques suisses. Et Johann Quatz faisait la même chose sur les grisons. On va bientôt. J'ai fait une petite comparaison. Je me suis demandé comment ça pouvait être. J'ai fait le lever de Bétang, et puis j'ai la carte du four. Si tu veux toucher, ouais. Ça, c'est la carte au 50 millième d'aujourd'hui. Et quand on compare ça et ça, on se dit que ce monsieur Bétang, c'était quelqu'un. Et donc, c'est ça les topographes du four. La topographie du four, ce n'est pas que la carte au 100 millième. La topographie du four, ce sont les levées au 25 millième et les levées au 50 millième. On retient que la carte au 100 millième, mais ce qui est important, ce sont les levées. Et ce qu'il faut noter, c'est que nous, on a les données personnelles de François Bétang. Et ce sont même des levées de travail. C'est-à-dire, c'est ce que lui préparait pour pouvoir faire la carte complète. Et donc on a une cinquantaine de levées comme ça sur papier calme, de différentes parties, mais après il fallait réassembler tout ça pour pouvoir obtenir une partie de la carte. Johann Quatz faisait la même chose. Et on avance dans le temps, tout ça c'était avant 1864. La carte du four se termine le 31 décembre 1964. 1864, le général Dufour fait son rapport, on a un exemplaire du rapport. Et c'est à ce moment-là que le club alpin commence à se demander s'il va exister ou pas. La première chose qui se passe, c'est il y a un groupe d'un certain nombre de personnalités qui vont demander, dès la fin de 1862, je crois, qui vont demander au Conseil fédéral de donner le nom de Dufour au plus haut sommet de Suisse. Ils demandent ça. Parmi les gens qui demandent ça, il y a 4 futurs fondateurs du club alpin suisse. Et pourquoi ils demandent ça? Parce que la carte du four, c'est quelque chose qui est fondamental pour eux, pour pouvoir aller explorer la montagne. En janvier 1863, la pointe du four porte son nom. Et en avril 1863, le club alpin suisse est créé par 35 alpinistes suisses-allemands et qui se constituent en 7 sections. Toutes ces sections sont de Suisse allemande. La première section romande va suivre Vic, c'est la section de Lausanne. Et aujourd'hui, on a un club alpin suisse qui est composé un peu moins de 120 sections, qui a un peu plus de 150 000 membres. Et donc, ces sections, ce sont les choses importantes parce que c'est ce qui fait marcher le club. Il faut savoir que pendant très très longtemps, c'est-à-dire de la création du club alpin jusqu'à 1980, je crois, ou même 1990, dans les années 1990, le comité central du club alpin, c'est une section, c'est à tour de rôle des sections. Donc au début, c'est chaque année, c'est une section différente qui devient comité central, et puis assez rapidement, ils deviennent comité central pendant 3 ans. Et ça a une certaine importance, parce qu'on va voir que la section genevoise ne va être créée que plus tard par rapport au club alpin suisse. Donc en 1863, c'est la pointe du four. En 1863, c'est aussi la création du club alpin suisse, les 100 sections romandes. C'est Rudolf Theodor Simmler qui a l'idée de créer le club alpin suisse. Et pourquoi il demande de créer ce club? Il demande de créer ce club parce que, premièrement, la carte du four, elle est disponible et elle permet d'aller explorer la montagne.
Deuxièmement, il faut aller explorer la montagne. On ne peut pas laisser les Anglais faire ça tout seuls. Hein, les Anglais, ils vont dans les montagnes suisses et ils documentent la montagne suisse. C'est inacceptable. Et donc, il faut documenter nous-mêmes la montagne suisse. Et autre élément, c'est qu'il faut décrire des itinéraires pour aller en montagne à partir de ce qu'il y a sur les cartes du four. Donc il faut compléter les cartes du four par des textes pour aller en montagne. Il faut découvrir des endroits où on peut poser des hébergements pour pouvoir aller encore plus haut. Et il faut s'organiser pour étudier scientifiquement la montagne. Ça, c'est l'idée de Simler. Et dès 1863, à partir des levées du four, le club alpin suisse construit ce qu'ils appellent des cartes d'excursion, qui sont des cartes au 50 millième de montagne qui sont tirées des levées du four. Et ces cartes, qui s'appellent des cartes d'excursion, elles sont utilisées pour aller explorer la montagne, et chaque année, enfin pas toutes les années, mais ils vont produire ces cartes-là à partir des levées du four pour pouvoir explorer la montagne, et ils vont organiser des courses, des excursions en montagne pour pouvoir détailler ces cartes-là, éventuellement implanter des hébergements. Donc celle-là, c'est celle de 1863, la carte du Toddy, et le levé, il a été fait par Johann Coats. Johann Coats, c'est un de ceux qui font le club alpin suisse. Johann Coats, il est là dès le début. Il rate la première réunion, mais il est là dès le début. Et il va devenir très très rapidement un moteur important. C'est lui qui fait que le général Dufour va devenir le premier membre honoraire du CAS. C'est lui qui pousse. C'est lui qui va fonder la section de Coire. C'est lui qui va devenir, en 1865, il va devenir président du club alpin suisse. Et c'est au moment où il va devenir président du club alpin suisse que la section genevoise va être créée. Ces cartes d'excursion, ils en tirent 500 exemplaires pour confier aux différentes sections et organiser des excursions en montagne. À partir, ils vont faire comme ça 40 cartes entre 1863 et 1901. Les cartes au 50 millième, qu'on appelle les cartes Siegfried, ce sont des cartes qui sont les cartes du CAS pour la montagne. Les cartes Siegfried, il y en a plus de 500. Il n'y a pas plus de 50 millième. En 1865, à Genève, se crée la section genevoise du club alpin, sous la présidence du général Dufour. Donc les Genevois, toute l'élite genevoise scientifique, toutes les sociétés savantes se réunissent pour aller explorer la montagne. Mais explorer la montagne, ça veut dire se doter des compétences de montagnard, pour avoir des gens qui s'occupent de permettre d'accéder à la haute montagne. Ça se passe au 1 rue de la Cité, l'immeuble n'existe plus, mais c'est là que se passe la première réunion. Et dans cette première réunion, le général Dufour est nommé président honoraire de la section genevoise. À son âge, il décline, on lui demande d'être président de la section, mais il décline cette fonction. Et c'est deux autres personnages qui sont en lien direct avec le général Dufour. Le premier, c'est Alphonse Fabre, qui est un cartographe et surtout un géologue. Mais à l'époque, ce sont des naturalistes, ce sont des gens qui ont de multiples compétences. Alphonse Fabre, c'est un homme qui est connu dans toute l'Europe. C'est un Genevois, il est membre fondateur de la section genevoise du CAS. C'est lui qui pousse à ça. Il est membre honoraire du club alpin français en 1875, avant d'être membre honoraire du CAS en 1878. On va voir, le CAF, lui, il est créé en 1874. Et puis, c'est lui qui pousse à faire la section genevoise pour aller explorer la montagne et puis se préoccuper du recul des glaciers. L'obsession des montagnards, c'est ils ont remarqué que les glaciers commençaient à reculer, et donc qu'est-ce qui se passe? Et il faut aller voir la montagne pour voir comment les glaciers reculent, il faut comprendre ce phénomène. Et puis le deuxième homme important, c'est François Thiolly, qui est lui dentiste, mais qui est aussi un archéologue, et qui est aussi un montagnard. Et c'est lui qui a remarqué et qui va plaider, c'est lui qui remarque que les Anglais, ils ne donnent pas les informations. En 1862, il va au col de l'Alpe plus belle pour faire
pour découvrir le chemin qui va au col de la plus belle. Il fait ça avec des Anglais. Les Anglais, ils voient qu'ils font des mesures de température, des mesures de pression, des mesures d'altitude, et puis ils demandent qu'ils donnent les données quand ils se font retourner en Grande-Bretagne, et les données, ils ne les reçoivent jamais. Et donc il dit, on ne peut pas laisser faire ça. Ces deux hommes-là ont autour d'eux tout un ensemble de personnages qui vont graviter, qui vont mettre en œuvre toutes les sciences de la montagne, qui sont nécessaires en montagne. Le général Dufour, il appuie là-dessus. Le général Dufour, il dit, il faut explorer la montagne, mais il faut l'explorer sur tous ses aspects, toutes les sciences qui peuvent le concerner. Et à Genève, il y a toutes les sciences qui sont là. Mais en plus, il faut savoir donner, rapporter, écrire, dessiner. Et donc, tous les gens vont s'organiser autour de ça, autour des cartes d'excursion, et ils vont contribuer à la connaissance de la montagne suisse. Ils contribuent à l'identité nationale suisse, ils contribuent à la construction de la patrie. Parmi ces membres de la section genevoise, dès le début, figurent des Français, et en particulier Édouard de Billy, qui est aussi un polytechnicien. Lui, c'est un ex-mine de 1820, donc il a fait l'école des mines. Il entre à la section genevoise en 1867, et c'est lui qui dit qu'il faudrait faire la même chose en France. Il est le premier président du Club alpin français en 1874. Il est président du Club alpin français pendant un jour. Parce que le lendemain de sa nomination, il meurt dans un accident de train. Il est le véritable fondateur du Club alpin français, c'est quelqu'un qui s'appelle Adolphe Johan, qui était un homme qui faisait des guides de voyage. Tout le monde se souvient du guide bleu. Le guide bleu, ça vient du guide Johan. Et le guide Johan, c'était des guides qui décrivaient les Alpes, et en particulier les Alpes suisses. Et Adolphe Johan, il rentre à la section genevoise en 1874. Au moment où il crée le Club alpin français, il dit qu'il faut utiliser le modèle du Club alpin suisse pour construire le Club alpin français. Et il va s'en servir. François Thioli, dont j'ai parlé, c'est lui qui crée le premier bulletin des sections romandes. Et dans ces bulletins, qui s'appellent les coordinates, il y a multiples informations. Édouard de Billy, je suis en train de chercher un peu plus d'informations sur lui, et j'en saurai probablement plus avec X. Et cette étude des glaciers, qui était si importante pour Alphonse Fabre, eh bien, elle sert encore aujourd'hui. Il va, dès le début, sensibiliser les Suisses pour la conservation des blocs erratiques. Ce qu'il veut faire, c'est garder le souvenir de ce qu'ont laissé les glaciers. Il veut comprendre comment les glaciers reculent. Il veut comprendre comment les glaciers ont avancé, jusqu'où ils ont été. Donc on possède des cartes de glaciers de Alphonse Fabre. On a quand même pas mal de choses d'Alphonse Fabre dans la bibliothèque. Et il milite auprès d'abord de la Savoie pour la conservation des blocs erratiques. Et il mobilise les membres de la section genevoise pour aller repérer sur le terrain les blocs erratiques et pour demander aux autorités françaises à partir de 1860 de conserver ces blocs. Et il obtient l'accord. Donc 79 blocs sont comme ça identifiés. Vous pouvez les retrouver autour de Genève. Mais côté français, ils sont marqués d'un F. À Genève, on dit F comme Favre. Favre, il dit F comme France. Il écrit. Et donc, à ce moment-là, il y a des gens qui achètent des blocs erratiques, il y a des gens qui donnent des blocs erratiques. Il y a un certain nombre de sections au CAS qui ont hérité de blocs erratiques. Nous, on en a 3, qui sont tous en France. J'en ai pris un en photo, qui est celui qui est la pierre de Bourgard. Et cette conservation des blocs erratiques, ça va servir et c'est important. La deuxième chose, le dernier personnage dont je voudrais vous parler, c'est un personnage un petit peu particulier, qui lui, c'est celui qui représente la montagne. Il s'appelle Gabriel Lopé. C'est un parfait inconnu, mais il a comme caractéristique d'avoir peint la montagne, et c'est le premier qui peint la montagne de l'intérieur. C'est un membre fondateur de la section genevoise.
C'est aussi un membre fondateur du club alpin français. Mais c'est un peintre, c'est un alpiniste, c'est le premier qui peint du sommet du Mont Blanc. C'est un alpiniste, c'est un gars qui est amateur de photographie, mais qui aussi est très très passionné par la photographie. Il participe à la première ascension du Mont Blanc où les frères Bisson font les premières photos de montagne. Et lui, il a comme caractéristique d'être genevois jusqu'en 1880. En fait, c'est un Français, mais il fait partie de la section genevoise, il fait partie du CAF. Et c'est le premier étranger qui fait partie de l'Alpine Club de Londres, qui est le premier club alpin. C'est le premier. Et il a des liens d'amitié avec quelqu'un qui est très important en Grande-Bretagne, qui s'appelle Leslie Stephen, qu'on a un petit peu oublié, mais qui a écrit beaucoup de choses sur la montagne, et qui a comme caractéristique d'ailleurs d'être le père de Virginia Woolf. Et ce Leslie Stephen, c'est un grand écrivain. Et Gabriel Lopé, il permet de faire le lien entre les Anglais, les Français et les Suisses. Et aujourd'hui, il y a des traces, il y a des restes de Gabriel Lopé à Chamonix, parce qu'après avoir habité à Genève, il a migré à Chamonix. Donc c'est un homme important, mais qui est représentatif des hommes de l'époque. Et Gabriel Lopé, il devient photographe à partir du moment où les appareils photographiques deviennent portables. Il y a d'ailleurs une de ces photos qui a servi d'affiche au musée d'Orsay, qui est une photo où on voit le sommet de la Tour Eiffel avec un immense éclair qui arrive sur le paratonnerre. Et ça, c'est une photo de Gabriel Lopé. Mais Gabriel Lopé, tout le monde l'a oublié, et il mériterait. Et dès 1873, les Suisses et le club alpin financent les levées sur le glacier du Rhône. On se demande pourquoi le glacier du Rhône recule. Après, il y a eu des histoires sur les financements. Donc, je vais conclure. Il y a d'autres disciplines à exercer en montagne, et on va trouver tout ça dans la section genevoise, on va trouver tout ça dans les sections du CAS, aussi bien la botanique, il y a des choses extraordinaires en botanique, la géologie, l'ethnologie, la médecine. On se pose tout de suite la question du mal des montagnes et de qu'est-ce qu'il faut faire pour aller en montagne. L'architecture des abris, des cabanes. La littérature, il faut écrire ce qu'on voit, il faut dessiner ce qu'on voit, la peinture. Et puis la photographie, à partir du moment où la photographie devient utilisable, les appareils photo deviennent utilisables. Quand on regarde les bulletins des sections romandes, on voit la montagne, la représentation de la montagne qui évolue, et on voit au début des dessins, des peintures, petit à petit des photos, et puis après les photos remplacent les peintures, les dessins, et comme ça. Et donc cette histoire est très très liée à ce que Dufour a demandé. Dufour, il a demandé à ce que toutes ces sciences-là soient prises en compte. Et Dufour, il a été aussi il a soutenu jusqu'à sa mort, il a soutenu le club alpin. Quand le club alpin a sorti ses premières cartes au 50 millième, il a demandé, avec Hermann Siegfried, qui avait repris le bureau topographique fédéral, il a demandé à ce que les cartes fédérales soient faites selon ce modèle, avec le même dessinateur. Il s'appelait Rudolf Leusinger, qui était aussi un membre du CAS. Et donc, cette influence, elle s'est exercée jusqu'à sa mort. Et quand on regarde dans les archives de Béthans, on trouve des liens avec le général Dufour qui sont des liens affectifs très très importants. Ce ne sont pas des amis, parce qu'il y a quand même une relation, mais avec les enfants, par exemple, Annette Dufour, elle épouse en 1850 un membre du bureau topographique fédéral, un collaborateur de François Béthans. Et François Béthans, il garde le contact avec Annette Dufour jusqu'à sa mort. Et donc, cette histoire des hommes, des topographes, c'est une histoire qui mérite d'être faire ressurgir, et je m'attache à ça. Merci pour votre attention.